Madame, monsieur, bonjour. Merci parce qu'on a regardé, étendez, Radio-Télévision Caraïbe, bon live 22 spécial. Là, nous, en direct, El Rancho. Côté journée jeudi ça, il y a font gros brasser l'idée sous relance économie en Haïti. Évidemment, non, ça là, il y a un pile monde qui impliqué justement dans l'économie haïtienne. M'a regardé moi un paquet économiste, m'a regardé dans moi des gens qui vraiment impliqué dans les affaires haïtiennes. Et relance de l'économie en Haïti, évidemment, on va commencer dans quelques instants. Mais avant, justement, que nous commençons à parler, c'est l'idée. On a, ensemble avec rencontré quelques personnes qui, naturellement, impliqués dans l'événement ça pour aujourd'hui. Là. Et premier monde, j'ai l'occasion de parler avec elle, c'est Patrick Alexis. Alors, Monsieur Alexis, bonjour. Bonjour. Où vient la relance de l'économie en Haïti, de l'économie haïtienne? Jean-Paul Ladia, il va le débattre là. Sa présence sous la matin, on veut dire. Bon, nous connaissons que l'économie en Haïti a traversé une crise difficile. Après toute turbulence, toute instabilité. Et il y a un événement comme ça, pas qui est différent pour me venir entendre et regarder perspectives, défis, enjeux. Parce qu'on connaît nous-mêmes tous, nous avons un engagement nous, dans ce qu'on fait dans le pays. Et nous avons une façon de comprendre ça. Tandis l'autre monde qui a l'autre idée, c'est un devoir que nous baillons tête nous. Pour nous tendre, pour nous garder, pour nous comprendre. Et pour nous participer tout. Participer à dire pour nous, ajouter ça qui gagne à partir de ça nous quoi à l'autre monde. Parce que faut que tout le monde rencontre, faut que tout le monde parler. Et là tout le monde mette l'idée ensemble, ça bat résultat pour le bail là. Généralement dans le moment de crise, un peu le monde a tendance à abandonner. Et en même temps, il y a des gens qui pensent tout, crise voulait dire opportunité. Est-ce que vous pensez que c'est ça, événement matin là, comprendre qu'il faut relancer l'économie, il va parler de relance de l'économie haïtienne en temps de crise? Effectivement, oui, à chaque crise, il y a une opportunité. Moi-même, je suis très optimiste à ça qu'a fait et ça pour fait pour le pays. C'est une raison qui fait que moi là. Parmi tout le monde qui est allé, nous pas condamnés, mais moi-même pas aller et pas aller parce que je crois que ça qu'a fait là, il faut participer là-dedans. Ça doit faire pour faire pays à relancer dans tout sens, que sur le plan politique, que sur le plan social, que sur le plan économique. Moi, je crois que moi dois participer. Et ça qu'a dit là, c'est important pour nous garder ensemble ça que doit faire et ça pour faire. Donc, c'est ça qui fait que le président se met là aujourd'hui et relancer l'économie, compréhension, défi, perspective. Moi là, moi répondre à l'invitation parce que l'équipe qui a fait là, c'est une équipe qui veut le pays à changer. Et ça qui fait que m'a félicité Morissette pour ce genre d'initiative ça et me toujours dire continuer parce que faut que moun yo parler, faut que élite yo, faut que moun qui croit que gon bagay qui a fait dans pays a camper ensemble pour nous faire pays avancer. On a regardé attention, participer dans un Wembley comme ça, c'est une première démarche, mais attention ou même comme moun qui dans économie tout, attention c'est qui ça de ça qu'a fait là. Bon, attends-moi, c'est que tout ça qui finit dit là, toute résolution qui finit prend, tout le monde qui finit entendre ça qui dit là, yo prend, yo gagne, yo ba l'autre monde. Parce que tout pays a pas venir là. Mais ça qui dit là, c'est bagaille pour tout pays. Il faut que la population au courant de qui ça élite la pensée. Il faut que la population au courant de qui ça tout le monde qui a pensé économie, penser et yo tendel et yo ka discuter, yo ka garder ensemble. Merci beaucoup, monsieur Patrick de Alexis.
Merci Brega, c'est pour remercier et me saluer tout auditoire, internautes, fanatiques et Live 22, Radio Télé Caraïbes, grande dame là. Voilà. Madame, monsieur, c'était Patrick de Alexis. Qu'on y a Fonti parler rapidement avec Edzer Emile, qui lui-même c'est un ami qui est très impliqué dans sa fait là. Alors, relance de l'économie en Haïti. Monsieur, si nous permettez de me voler Edzer Emile un petit peu dans mes noms, pour 2 mots, et m'a venu nous tout à l'heure. m'a prêté monsieur dans mes noms. Alors, Edzer Emile, nous avons parlé avec Patrick Alexis tout à l'heure autour de attente pour ça qui va le faire la relance de l'économie en Haïti, ou même en tant qu'économiste. Bien content, bien content qu'a fait parler ça voilà. Et relance ça, vini dans un moment vraiment de crise en Haïti. Est-ce que vous pensez crise là avec relance là, il marché? En fait, l'important pour parler de relance, pas pendant la crise là, mais parce qu'on a préparé après la crise là. Parce que nous, en même temps, son perception positive pour dire que nous ne sommes pas condamnés pour nous rester dans la crise. Ou encore, nous sommes pour nous sortir dans la crise, et l'entrée dans la crise, qui ça nous va le faire? Parce que demain matin, nous avons une amélioration dans la question de sécurité, mais l'économie a gardé au danger. Pour nous, qui va le faire? Et pas oublier, nous avons toujours des problèmes économiques avant la crise d'insécurité. C'est-à-dire que le défi est toujours là. Et le plus loin, c'est que même pendant la crise là, l'économie continue à exister malement. Donc, quelque part, il y a une réflexion pour continuer à faire, pour dire que demain matin, il y a une amélioration de la question de sécurité qui est fondamentale pour la crise là. Qui ça nous va le faire? Qui genre secteur va évoluer? Qui rôle le ministère des Finances va jouer? Qui rôle l'agriculture va jouer? Donc, quelque part, il est important pour qu'on soit capable de projeter à l'avenir. Parce que sinon, on risque de consommer et absorber totalement par l'insécurité et on ne peut pas jamais parler bagaille vers l'avenir. Donc, il faut parler du présent, qui est l'insécurité, mais il faut aussi parler de l'avenir, qui est comment on va se rattraper après que gagne amélioration de la sécurité. Voilà, c'est ça le sens de la conférence. Ok, mais en même temps, la conférence a lancé relance économie. Et on regarde rapidement l'impact que ça peut dire là sur la société. Est-ce que vous pensez l'impact à moyen, à court et à long terme, l'impact de la société? Bon, écoute, les wap réfléchir, les wap partager connaissances, les wap essayer conscientiser, impact pas rapide. C'est des impacts qu'on peut gagner à long terme. Mais les fondamentaux aujourd'hui pour que de plus en plus d'acteurs, je lague des gens qui sont dans l'État, des gens qui sont international, qui sont dans le secteur privé, société civile, pour que nous discutions ensemble sur qui gens nous voulons l'économie pays à relancer. Parce que l'économie que nous avons, même avant l'insécurité, c'est une économie qui pas de bon dans le pays. Donc quelque part, nous ne pouvons jamais définir qui qualité économique que nous voulons, qui qualité croissance que nous voulons, qui qualité pays que nous voulons, et qui j'aime le faire pour que nous résoudre la crise économique tout bon, qu'il a longtemps, et qu'il a avant la crise sécuritaire là. Donc pour moi, impact pas rapide, mon bras gain sur la durée, mais il est toujours bon pour nous discuter, il est toujours bon pour nous échanger, il est toujours bon pour nous chercher solution. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bon, là, Monsieur Pierre-Marc Boisson, je vous le disais avant. Ouais. De tout m'a tourné vers vous-même. Nous sommes parlé avec Edzer Emile autour de relance économie ça. Nous avons regardé ensemble et relance économie dans un moment de crise sécuritaire. Est-ce que ou même vous pensez c'est arrivé comme Mars en carême, Jean-Mounio te dit là, c'est bien arrivé dans un moment ça? Oui, je pense que c'est bien arrivé dans un moment ça pour 2 raisons. Premièrement, il faut distinguer relance économique à court terme qui est nécessaire pour un pays qui a souffert et qui a besoin de pacification, avec relance économique que moi je pense c'est bien important, qui est une relance à moyen terme une fois qu'on finit résoudre le problème conjoncturel. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement en place et qu'on a construit pour faire les gens moins pauvres sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et pour regarder qui sont fait, il faut regarder quand on sorti. Je fais 35 ans d'analyse, je m'appelle tout à l'heure là, pour montrer les trends de l'économie depuis après Duvalier.
et me faire des présentations comme ça sur beaucoup plus longtemps que ça. Donc, pour montrer, mais que côté nous y est, mais côté nous sorti. Et ensuite, après ça, Haïti a un pile potentiel. Ça facile le message. Mais dans quel secteur, je pense que nous avons créé emploi et nous avons amélioré la productivité avec bien-être de la population. Et mais qui ça pour ta fête pour aller dans ce sens. Je fais une présentation de 15 slides, ça veut dire que son vol d'oiseau, c'est un coup d'œil. Le reste se fera dans les débats et puis certains documents m'a partagé tout avec l'organisateur qui a partagé avec l'Assemblée. Pour que dans le détail, ça m'a dit, ça a été étudié déjà, ça a été documenté. Nous faisons pour nous avoir une volonté à appliquer. Alors, il y a une petite question tout facile. Est-ce que vous pensez à la sécurité, Jean-Lia là, l'ICA peut-être freiner la relance économique? Genre, on paquet de monde a quitté, on paquet d'entreprises a fermé, et incertitude dans l'esprit des gens. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas impacté l'économie quelque part? C'est évident. Et Mbap dit seulement à ça, crise très sévère. Mais c'est un pays qui est en crise sécuritaire, en fait, depuis 40 ans. Près de 40 ans. OK? Donc, automatiquement, quand on a une crise sécuritaire, il faut payer un plus gros secteur qui a créé un emploi dans toute l'économie haïtienne, qui est le tourisme. Le tourisme pas marché avec insécurité. Or, tourisme, quand on me dit tout à l'heure, on camarade, tourisme crée plus d'emplois dans l'agriculture que le créer dans l'hôtel. Parce que l'homme non blanc, qui est beaucoup plus riche que vous, en Haïti, il faut le manger. Oui. Et le manger bien. Donc, mais il faut le manger 3 fois par jour. Il faut l'activité de loisirs. Tout ça, c'est côté Haïti qui est force. Nous faisons bon manger. Nous avons une belle plage. Nous avons un bel monde. Nous avons un pile industrie créative. Par exemple, l'artisanat haïtien, c'est supérieur. La peinture haïtienne est supérieure. La musique haïtienne est supérieure. Nous avons un pile là pour nous vendre, mais il faut nous paix parce que si nous n'avons pas de paix, nous ne pouvons pas visiter. Donc, pour moi-même, l'insécurité a son point de départ. Mais attention, on ne peut pas résoudre un problème d'insécurité au pays sans pas résoudre le problème économique. Pour moi, c'est très simple. Là, on pas créer un emploi. Et même là, vivre de transfert, ou un pile jeune qui est oisif, qui est frustré, un pile famille frustrée. Ça alimente les gangs. Ça alimente la violence, ça alimente l'instabilité du pays qui n'est pas propice à ni tourisme, ni agro-industrie, ni agriculture. Et probablement, il n'est pas propice tout à développement économique. Il n'est pas propice à développement économique, mais attention, il faut commencer par, même si vous continuez l'insécurité, ou développer un emploi pour que l'autre faire que simplement à le faire violence. Monsieur Pierre-Marie Boisson, merci beaucoup. Merci Béga et merci à Radio Caraïbe. C'est un plaisir. Le plaisir pour nous. Alors, Othil François Junior, ou même mon relance de l'économie en Haïti, ça relance ça veut dire pour? Bon, moi, je pense que l'important que la relance économique dans le pays, malgré la crise, c'est ça que je parle là, il y a une crise énorme, mais il faut que nous saisissions chaque crise a une opportunité. Donc, il faut que nous capable saisir l'opportunité qui est dans la crise là pour nous capable avancer, parce que si nous étions les bras croisés, donc il faut penser peut-être post-crise, ça me carré. Et c'est ça tout le pays fait. Tout le pays qui est en crise, à un certain moment, il dit ok, nous sommes en crise aujourd'hui, mais nous ne sommes pas en crise éternellement. Donc la relance économique, c'est extrêmement important. Il faut nous plancher sur l'économie, parce que sans économie, rien ne marche. Donc je pense que c'est une belle initiative, le fait que des experts pourraient parler de relance économique en Haïti aujourd'hui. Alors même j'aime parler avec l'autre invité avant. Est-ce que vous pensez que relance ça, il va impacter la société rapidement? Non, comme ça, M. Boisson t'a dit, c'est que si il y a une relance économique, il y a une création d'emplois, il y a une création de richesse qui est bon pour tout le monde en général. Ça veut dire que au même l'autre travail ou aider l'autre monde. Sous un business, ou l'autre monde travail. Donc si il y a plus de monde qui a un business en pays, la paix bon pour le pays économiquement et puis socialement. Donc il y a moins de turbulence. Donc moi je crois que l'aspect économique c'est extrêmement important et il faut continuer à mettre accent sur ça malgré la crise sécuritaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour. Vous êtes là pour
la relance de l'économie en Haïti, d'autant que c'est un programme c'est une conférence qui est patronnée par PAPNUD. Cette relance dit quoi pour vous? Alors, avant tout, nous sommes ravis de nous associer avec ESM et avec Grégory dans cette initiative. Je pense que le thème de l'économie n'est pas suffisamment débattu, il n'apparaît pas dans l'agenda. Il est grand le temps de commencer à en parler, de le remettre sur la table. Nous avons un processus, j'espère, électoral qui s'achemine avec un référendum. L'économie est un élément fondamental dans toute vie. C'est à partir de là que se créent des richesses. Et à partir de là se créent des politiques aussi sociales. Et il y a toute une déclinaison. Donc on est ravis que cette thématique soit remise sur la table. Et de notre côté aussi, on est en train de structurer notre collaboration avec le pays, naturellement en consultation avec les autorités, notamment le ministère de l'économie et des finances, une restructuration ou une réadaptation de certaines de nos priorités pour essayer de trouver des éléments sur du court terme, moyen terme, mais aussi avec des éléments de vision dans le domaine économique. Vous l'avez dit sur le court terme, vous pensez que cette relance économique, cette conférence va impacter la population haïtienne tout de suite? Alors, vous savez que nous avons donc 6 années de décroissance économique. Il me semble que l'année dernière, nous avons eu moins 4%, si je ne me trompe pas. Les années précédentes, les 5 années précédentes, c'était proche des 2%. La décroissance économique se fait en 2 secondes. Alors que reprendre la croissance, ça prend du temps. Donc, il est bon qu'on recommence à mettre ces thématiques sur la table, que les différents acteurs se mettent, que ça rentre aussi dans le radar des candidats et des candidates qui vont essayer de repenser le pays, qui vont essayer de proposer des options pour une évolution du pays dans un futur proche. Et je pense que c'est le moment venu de relancer ces dynamiques, ce débat et cette concertation avec différents acteurs. Donc on est très content d'être associé à cet événement. Merci beaucoup. Merci encore. Voilà, madame, monsieur, c'était le représentant du programme des Nations Unies pour le développement. Alors, juste un petit mot de notre président. Président, bonjour. Merci parce que au fond, tu parles avec nous. Relance de l'économie en Haïti, ou même où là, sa présence, vous l'avez dit. Ma présence, c'est que j'ai été invité. Il s'agit de parler de l'économie. Il s'agit de parler d'Haïti. Il s'agit de parler du futur d'Haïti. Il s'agit de parler de la situation de nos frères et sœurs qui sont condamnés à vivre dans ce pays. Il n'y a aucun espace où la question haïtienne est posée, où l'avenir d'Haïti est posé et où Jocelyn Briver est invité et qui ne répondrait pas présent. L'Université de technologie d'Haïti salue la détermination et la volonté inébranlable du gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, le Dr Ronald Gabriel, de doter le système financier haïtien d'une masse critique de compétences dans le domaine des technologies. C'est une formation initiée par la Banque centrale. C'est une formation innovante initiée par la BRH. De plus, les étudiantes et étudiants seront bien encadrés pour donner des résultats académiques satisfaisants au bénéfice du secteur financier haïtien. Tous ces efforts de la BRH, mesdames et messieurs, c'est pour pouvoir stimuler chez nos apprenants
apprenants le goût de l'apprentissage de la technologie. En ce sens, la BRH met à la disposition des apprenants une allocation mensuelle et des matériels didactiques, notamment de laptops. Je vous prie, mesdames, messieurs, étudiants, chers amis, non seulement d'en prendre soin, mais d'en faire aussi œuvre utile. Comparativement au monde, mesdames et messieurs, le système financier haïtien est très en retard quant au recours à la technologie. Cette intervention de la Banque de la République d'Haïti d'améliorer les capacités dans les nouvelles technologies ne pouvait plus attendre, car les marchés mondiaux et les différents besoins de l'homme ont systématisé l'usage de la technologie. Ceci depuis le 19e siècle. À cette date, le physicien allemand John Beckmann a précisé que la technologie est un élément incontournable à la survie de l'humanité. La Chine, par exemple, est probablement l'un des pays préoccupés par l'utilité de la technologie et par conséquent un pays ayant le plus grand nombre d'innovations technologiques. Elle est non seulement utilisée pour la production des biens et services marchands, mais aussi, mesdames et messieurs, pour faciliter la communication, pour pouvoir accéder aux services de santé, au divertissement et au transport, etc. De nos jours, le numérique impacte positivement la vie de tous les jours. Il rend plus flexible les activités humaines. Grâce à cet outil, nous pouvons avoir accès à des informations autrefois inaccessibles. La technologie, mesdames et messieurs, est cet instrument qui permet aux sociétés d'optimiser leur chiffre d'affaires. Elle traite par ailleurs l'information en temps utile sans altérer l'expertise humaine. Dans ce siècle, l'informatique est devenue tellement indispensable à tous les secteurs, qu'on ne peut pas s'en détacher. Donc, la technologie doit être au service des entreprises nationales, notamment les institutions financières. Elle joue un rôle important dans le développement de l'économie d'entreprise, tout en améliorant la disponibilité des services. Ces considérations ont motivé davantage l'Université de technologie d'Haïti, à l'aide de financement de la BRH, à implémenter 5 programmes importants, à savoir base de données, administration de base de données, administration des réseaux, chef de projet informatique, cybersécurité et audit informatique. Ces programmes très pointus sont adressés dans le but de renforcer les capacités des apprenants en technologie de l'information et l'informatique. Ils sont destinés à former de nouveaux cadres pour remplacer la vague des ressources humaines qui émigrent vers les États-Unis et le Canada notamment. Cette formation universitaire de 5 sessions est essentielle aux institutions financières qui font face à une pénurie de ressources humaines compétentes en technologie de l'information. Dans ce cas, mesdames et messieurs, il faut régénérer l'écosystème financier et économique en panne de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la technologie.
Cette déficience n'est pas sans conséquence sur la vie des institutions et des hommes. Donc, l'acquisition de nouveaux savoirs par les employés du système financier et d'autres professionnels dans le domaine de la technologie reste la planche de salut des institutions financières pour sortir de l'auberge. Enfin, mesdames, messieurs, étudiants, nous estimons que cette approche de formation en nouvelles technologies par la BRH est un acte de prévention. Car, mesdames, messieurs, en septembre 2023, je n'ai pas oublié, la BRH a connu les chocs technologiques les plus terribles de son existence qui a provoqué un traumatisme dans tout le système bancaire haïtien. Ce choc a été marqué par la mise hors service des réseaux internes de la banque pendant une longue période. Ainsi, pour éviter la répétition de telles menaces dans le système bancaire, il faut avoir des ressources humaines bien outillées, dynamiques et proactives, capables de répondre à des nouveaux défis technologiques. La formation du capital humain en remplacement, la fuite des cerveaux va permettre de mieux gérer l'infrastructure technologique des banques, des institutions financières et de les protéger contre d'éventuelles cyberattaques. Tout ceci, mesdames et messieurs, doit être allumé dans un plan d'ensemble devant permettre de minimiser les risques liés à la sécurité des données et de pouvoir continuer sans interruption la délivrance des services à la satisfaction des clients et des institutions. Pour y parvenir, une formation spécialisée dans les nouvelles technologies est indispensable aux personnels disponibles et aux jeunes aspirant à intégrer le secteur bancaire. Dans le cadre du système financier haïtien, en particulier, l'enseignement et l'apprentissage de la technologie doivent être pratiques, dynamiques et adaptés. Adaptés, mesdames, messieurs, pour pouvoir répondre aux standards d'une formation de qualité. C'est pourquoi l'Université des technologies d'Haïti compte beaucoup sur sa population académique avec l'Université du Québec à Chicoutimi qui met à sa disposition pour ce programme des professeurs ayant des doctorats et des expériences avérées dans l'enseignement de la technologie. C'est avec un immense honneur et un profond enthousiasme que nous nous réunissons aujourd'hui pour le lancement officiel du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées, communément appelé DES, DESS, en technologie de l'information et de l'informatique. Ce programme, fruit d'une collaboration exemplaire entre la BRH, la Banque de la République d'Haïti
et l'Université de technologie d'Haïti, l'UNITEC, marque une étape décisive dans le renforcement des compétences technologiques et informatiques au sein du système financier haïtien. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de revenir sur le processus rigoureux qui a permis de constituer cette cohorte de 100 étudiants motivés et talentueux. Le 1er octobre 2024, nous avons lancé l'appel à candidature. Les inscriptions se sont poursuivies jusqu'au 30 novembre 2024, permettant ainsi aux meilleurs talents du pays de manifester leur intérêt pour cette formation d'excellence. Afin d'assurer une sélection basée sur le mérite et l'excellence, le premier concours d'admission a eu lieu le 10 décembre 2024. Ce concours a été administré en ligne en utilisant la plateforme Moodle, une plateforme d'enseignement en ligne que l'UNITEC utilise depuis l'année dernière. Face aux égalités de certains résultats, un second concours a été organisé le 16 décembre 2024 pour départager les étudiants ex aequo. Ainsi, nous avons sélectionné 50 candidats à raison de 10 hors concentration. En parallèle, la BRH s'était engagée à nous envoyer 50 autres participants recrutés sur titre parmi les professionnels du secteur financier haïtien. Toutefois, seulement 23 d'entre eux ont été confirmés. Nous amenons donc à repêcher les meilleurs candidats restants parmi les postulants ayant participé au concours afin de constituer une cohorte complète et homogène de 100 étudiants. Ce programme de diplôme d'études supérieures spécialisées s'inscrit dans une vision ambitieuse et pragmatique de renforcement des compétences dans le secteur financier. Son objectif général est de former des techniciens de haut niveau capables d'évoluer efficacement dans un environnement technologique en constante mutation. Les objectifs de cette formation sont multiples. On peut citer par exemple une amélioration, ou encore on peut espérer l'amélioration du rendement opérationnel du personnel en optimisant l'utilisation des applications technologiques, un renforcement des compétences techniques des participants en leur apportant une expertise approfondie en technologie de l'information, accroître la sécurité informatique au sein des institutions financières en sensibilisant les apprenants aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité, soutenir l'évolution du numérique en favorisant l'intégration des outils digitaux dans le processus de travail et la gestion des données des clients, encourager l'innovation en dotant les participants des compétences et outils nécessaires pour proposer des solutions nouvelles et pertinentes. Quels sont les résultats attendus de cette formation d'excellence? Les résultats attendus de ce programme sont prometteurs. Une amélioration significative de la productivité et de l'efficacité des professionnels du secteur, une main-d'œuvre hautement qualifiée et plus à même de répondre aux défis technologiques actuels, une sécurité informatique renforcée, réduisant ainsi les risques de cyberattaques et améliorant la protection des données sensibles, une transformation digitale accrue au sein des institutions financières haïtiennes, une capacité d'innovation et de modernisation accrue, bénéfique tant pour les institutions financières que pour l'économie nationale. Au terme de ce programme, des stages obligatoires qui l'accompagnent, chaque participant se verra décerner un diplôme d'études supérieures spécialisé en technologie de l'information et informatique. Ce diplôme ouvrira de nouvelles perspectives professionnelles aux lauréats et contribuera à élever le niveau de compétences du secteur financier haïtien. Je tiens à remercier chaleureusement la Banque de la République d'Haïti pour son soutien inestimable, ainsi que l'Université de technologie d'Haïti pour son engagement à assurer une formation de qualité. Mes félicitations vont aussi aux étudiants sélectionnés. Vous êtes les futurs acteurs de la transformation numérique et de la modernisation du système financier de notre pays.
Profitez pleinement de cette opportunité et engagez-vous à donner le meilleur de vous-même. Merci à tous pour votre attention et votre présence et longue vie au programme MES. C'est avec une immense fierté et une profonde conviction en l'avenir que nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer le lancement du diplôme d'études supérieures spécialisé en technologie de l'information, un programme conçu spécifiquement pour répondre aux besoins du secteur financier haïtien. Ce programme, je vous le dis, représente bien plus qu'une simple initiative académique. Il incarne une réponse concrète aux défis que traverse notre cher pays, notre cher Haïti. Notamment la fuite des cerveaux et le déficit croissant de cadres qualifiés, malheureusement qui nous laisse, dans les institutions financières. En cette période difficile où l'instabilité politique, l'insécurité et les pressions économiques freinent le développement, nous faisons aujourd'hui un grand pas vers la modernisation du secteur financier en phase, bien évidemment, avec la vision de la Banque de la République d'Haïti, la Banque centrale. Le système financier haïtien est confronté à des défis inédits. La nécessité de renforcer sa résilience, de sécuriser ses opérations et d'adopter des technologies de pointe n'a jamais été aussi pressante. La BRH, en qualité de banque centrale, porte depuis plusieurs années une vision claire, celle d'un secteur financier moderne, compétitif et sécurisé, où la transformation numérique joue un rôle clé. Et c'est bien évidemment cette vision qui s'accouple avec le professionnalisme, l'engagement indescriptible de l'Université de technologie d'Haïti qui donne naissance à ce programme bien ficelé. Mesdames, Messieurs, c'est dans cet esprit que ce DES en technologie de l'information a été conçu. Il vise à former une nouvelle génération de spécialistes capables d'apporter des solutions innovantes aux institutions financières haïtiennes. Les étudiants de ce programme ne seront pas de simples diplômés, loin de nous cette idée. Ils seront davantage les piliers d'un secteur en pleine mutation, des acteurs stratégiques pour assurer la continuité et la pérennité des institutions financières du pays. L'une des grandes forces de ce programme réside dans son cadre de coopération internationale. Ce DES n'est pas seulement un programme universitaire haïtien, le recteur en a bien veillé. Il est le fruit d'un effort collectif réunissant des experts haïtiens, québécois et camerounais. Grâce au partenariat établi avec l'Université du Québec à Chicoutimi, présentement mon alma mater, et l'école polytechnique de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun,
nous avons pu bâtir un programme répondant aux plus hauts standards internationaux et nous devons en être fiers. Nos professeurs, issus de divers horizons, apporteront des perspectives variées et complémentaires, enrichissant ainsi la formation des étudiants. Il suffit que je vous dise que cette diversité académique et professionnelle permettra aux participants de bénéficier d'une approche pédagogique hybride, combinant enseignement à distance et encadrement en présentiel par des enseignants haïtiens. Les deux parties ont sur la même. Ce programme ne se limite pas à l'acquisition de connaissances théoriques seulement. Il est conçu pour être directement applicable aux réalités du secteur financier haïtien. Les étudiants seront formés pour répondre aux enjeux concrets des institutions bancaires, notamment en cybersécurité, le recteur en a longuement parlé, en gestion des risques, en business intelligence et en développement de solutions informatiques adaptées aux besoins locaux. Nous sommes conscients que la formation d'excellence est un levier indispensable pour la transformation de notre pays. En investissant dans ce programme, nous investissons dans l'avenir d'Haïti. Nous donnons aux jeunes professionnels les outils nécessaires pour relever les défis d'aujourd'hui et construire les solutions de demain. Enfin, mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner un point essentiel. Malgré les difficultés, malgré les crises, des initiatives comme celle-ci prouvent que nous pouvons bâtir un meilleur avenir. L'engagement de la Banque de la République d'Haïti, la BRH, de l'Université de technologie d'Haïti, l'UNITEC, et de nos partenaires internationaux démontrent qu'il est possible d'avancer, de créer, d'innover, même dans un contexte difficile. Aux étudiants de ce programme, permettez-moi de m'adresser à vous. Vous êtes la relève. Vous êtes ceux qui, demain, feront fonctionner nos banques, sécuriseront nos transactions, optimiseront nos systèmes financiers. Vous avez un rôle clé à jouer dans le redressement et le développement de notre pays. À nos partenaires, nos professeurs, nous adressons notre profonde gratitude. Votre expertise, votre engagement et votre soutien sont la pierre angulaire de ce projet ambitieux. Et enfin, permettez encore que je revienne à la BRH. Merci pour votre vision et votre leadership. Ce programme est un témoignage tangible de votre engagement en faveur de la modernisation du secteur financier haïtien. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui posé une pierre importante sur le chemin du progrès. Ensemble, poursuivons cette dynamique et faisons de ce programme un modèle, je parle au recteur, faisons de ce programme un modèle de réussite académique. Et nous n'en sommes pas dans notre premier essai, heureusement, et professionnel. Merci.
départementale d'éducation de l'Ouest s'estime heureuse et fière en vous accueillant ce matin en cette enceinte. Elle présente ses plus chaleureuses salutations au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Antoine Augustin, et au directeur général. Votre présence parmi nous, monsieur le ministre, rehausse non seulement l'éclat de l'événement du jour, mais aussi témoigne votre souci constant d'améliorer la gouvernance et la qualité du service éducatif. Depuis votre accession à la tête du ministère, vous n'avez jamais ménagé vos efforts dès qu'il s'agit de vous lancer en quête de moyens devant permettre l'ouverture de chantiers capables d'apporter au moins une amélioration certaine au niveau de ces deux axes, à savoir la gouvernance et la qualité. Le rassemblement de ce matin s'inscrit dans cette démarche de renforcement de la gouvernance et de notre système éducatif. Mesdames, Messieurs les inspecteurs, sous l'égide de la direction de la planification du ministère, vous allez bénéficier de 2 journées de formation. Cette activité s'inscrit dans le cadre du recensement général des écoles du département de l'Ouest. Durant l'année académique 2022-2023, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a opéré une grande révolution en matière de collecte de données concernant les écoles, les élèves, les enseignants, en créant la plateforme SIGE, Système d'information sur la gestion de l'éducation. Les écoles étaient autorisées à se déclarer elles-mêmes sur cette plateforme. De cette date à aujourd'hui, plus de 6500 écoles se sont déclarées. Mais vous conviendrez que l'État doit disposer de bonnes informations et surtout des informations fiables en vue de prendre les meilleures décisions. Faut-il rappeler à tous que la fragile situation sécuritaire ces dernières années à Port-au-Prince et dans ses environs a énormément perturbé le fonctionnement des établissements scolaires, publics et privés, aussi bien que la vie des enseignants, des parents et des élèves. Que d'écoles ont donc été contraintes de fermer leurs portes, soit définitivement ou de se loger à une nouvelle adresse. Combien d'élèves sont donc obligés de changer d'établissement scolaire au cours d'une même année académique? Et cela s'opère parfois entre communes différentes ou départements géographiques différents. Autant de réalités qui souvent échappent au ministère au moment où elles se produisent. Est-ce pourquoi cette formation qui se réalise en prélude à ce nouveau recensement général des écoles est cruciale? Celui-ci doit nous permettre de nettoyer les données déjà recueillies, de les actualiser pour que le ministère puisse mieux orienter ses politiques et ses interventions. La direction départementale d'éducation de l'Ouest en appelle à tous ces cadres qui vont participer à ces 2 journées de formation à mettre toute leur concentration et attention en éveil en vue de bien assimiler les informations qui leur seront partagées. Enfin, elle remercie tous les cadres de la DPCE, son directeur en particulier, les partenaires financiers, les membres de la presse ici présents, toutes celles et tous ceux, même dans l'ombre, qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Ensemble, nous avons la responsabilité de construire des données fiables pour notre système éducatif, de présenter la photographie des réalités de nos écoles. Ensemble, nous y parviendrons. La Direction départementale d'éducation de l'Ouest vous réaffirme sa pleine disponibilité et son engagement à collaborer étroitement avec toutes les instances pour mener à bien ce recensement. Déjà, elle vous souhaite des travaux fructueux. Merci.
Mesdames, Messieurs, comme je disais tantôt à des collègues du ministère de l'Éducation, et que le temps n'est plus au long discours, il faut passer de l'abstrait au concret. Voilà pourquoi dans mon intervention, je vous demanderai de suivre rapidement et que je dise les trois choses. La première chose, c'est que la question de bonne gouvernance, c'est un élément, c'est un axe d'intervention du plan décennal d'éducation et de formation, dont la marque fabrique, le point d'orgue, c'est bien la question de base de données statistiques. Nous avons un système d'information pour la gestion de l'éducation et qui est émergent. Parce que moi, je disais tantôt que lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, à part la question de décentralisation, la question de déconcentration, la question de la privatisation selon les écoles de pensée, on peut résumer la question de bonne pratique, de bonne gouvernance en trois éléments essentiels. C'est bien la question du cadre légal. Le recensement que nous allons organiser ici a son fondement dans le décret du 5 juin 1989 qui est encore d'actualité, qui est encore debout. Et aussi le décret 2020 qu'on avait pris sur la question des statistiques. L'Institut haïtien de statistique et d'informatique, c'est cet institut-là qui fait partie du ministère de l'économie et des finances, qui pilote la question des statistiques nationales et pour l'État. Parce qu'on sait déjà que pour améliorer la qualité de vie de la population, il faut avoir des données fiables et valides. Et de même aussi, pour augmenter l'offre scolaire, nous avons besoin des données statistiques fiables. Parce que ça, c'est important. À part de la question du cadre légal, qu'on retrouve au niveau de la question de bonne gouvernance, mais il y a aussi la question de base de données statistiques. Nous avons un système d'information et qui est modélisé autour de trois grands champs. Élèves, écoles, enseignants. L'État haïtien a besoin des données opportunes pour la prise de décision. Il y a un autre élément qui est très important, c'est bien la question de suivi et évaluation des programmes projets sous forme de grandes politiques publiques. Nous devons faire suivi question ça, nous devons monitorer projets programmes, que ce soit des projets programmes en matière d'accès des enfants à l'école, que ce soit en matière de formation des maîtres, en formation initiale, formation continue des maîtres, eh bien c'est important. Ça, c'est toute la question de bonne gouvernance, parce que toute chose restant égale par ailleurs, par chez Thierry Paribus, comme on dit tantôt, s'il n'y a pas un bon pilotage, une bonne gestion, une bonne administration, on ne peut pas arriver à l'efficacité et à l'efficience des projets éducatifs en s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éducation que nous avons maintenant, un plan décennal de formation 2020-2030. Et deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est bien l'importance des directions départementales d'éducation. Les DDE jouent un rôle important dans le cadre du recensement scolaire. Et ça s'inscrit dans une démarche de cadre scolaire. Il faut organiser du recensement des collectes de données au niveau local pour que nous ayons des données au niveau de la couverture et la participation des enfants à l'école. C'est la question de l'accès. Parce qu'il faut que le ministre soit capable de demander nous combien d'élèves il y a dans le département noir, combien d'enseignants il y a, combien d'écoles il y a. Évidemment, ça c'est important. Comment l'efficacité interne dans le département de l'Ouest, ou bien dans le département de l'Antibonite, ou bien dans le département de la Grandance. Combien de gens qui rentrent en première année d'études et qui atteignent le taux d'achèvement de 6e année, de 9e année, de bac S4. C'est là l'importance des recensements. Les ministères là organisent les recensements dans le cadre macro et dans le cadre micro-planification. Évidemment, c'est nécessaire pour nous gagner information ça. Il faut nous connaître tout en termes
de qualité, toujours qualité. Combien de professeurs qualifiés dans le département là? Combien de professeurs qui peuvent qualifier dans le département là? C'est le directeur départemental. Et la question tout de rapport des inspecteurs, parce que l'inspecteur là, il doit gagner un nombre d'écoles sous responsabilité. Le rapport inspecteur école inspecteur, combien d'écoles inspecteurs ont gagné? Si on a 20 écoles, est-ce qu'il arrive visiter 20 écoles ça pendant année? C'est ça qui est important. La question planification et de l'éducation, l'importance des DPE. Parce que le ministre a besoin d'informer en temps réel. Et pour me terminer, et faut me dire ça en passant, et tout ça on a fait là, on a fait collecte, etc., son seul objectif, oui, l'État fixé à travers le ministère de l'Éducation, permettre tout le monde qui est en âge d'aller à l'école, permettre tout le monde qui est dans l'école là. Que tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école, 6-11 ans, aient une place assise à l'école. C'est la massification. C'est la mission ministérielle, c'est permettre tout le monde d'entrer à l'école. Quel que soit le monde qui est en domesticité, le monde dans la rue, le monde qui est handicapé, le monde qui est déscolarisé, des enfants qui étaient à l'école pour une raison X ou Y, ces enfants-là ont abandonné. Il faut que tout le monde soit rentré à l'école. C'est l'accès des enfants à l'école pour que plus tard ces enfants-là ne soient pas problème, ne soient pas des enfants soldats, mais plutôt des enfants qui sont là pour contribuer au développement du pays, pour contribuer à un niveau de modernité, à un niveau de progrès social. Tout ça on a fait là, c'est pour ça qu'on a fait là. Et non seulement la question de l'accès, mais aussi la question de qualité. Il faut assurer à tous ces enfants-là un enseignement de qualité. L'enseignement de qualité a nous est deux pans. Efficacité interne ou meilleure efficacité interne. Si nous rentrons à l'école, mais on sortit avec des acquis de compétences. Et ça permet de poursuivre les étudiants à d'autres niveaux. Et là, d'autres niveaux, on a une efficacité externe. Et si nous quittons l'école, il prend formation professionnelle là, et bien il sortit avec un métier. Une formation en concurrence avec besoin pays, avec besoin marché. Mesdames, messieurs, comme je le disais tantôt, le temps n'est plus dans notre discours. Et bien sur ce, je vous dis que je suis content d'être que j'étais là avec vous, et que on va continuer parce que l'atelier va se démarrer dans quelques instants. Évidemment, vous allez avoir beaucoup d'informations et de renseignements exacts sur la question de collecte de données au niveau du pays, comment le recensement va s'organiser. Et pour cette année-là, 2024-2025, mesdames, messieurs, je vous en remercie. Les intervenants avant moi ont mis l'accent sur l'évolution du système éducatif haïtien. Comme vous le savez, en 1998, le ministère de l'Éducation nationale avait élaboré le plan national d'éducation et de formation. Et dans ce plan, 4 grands problèmes ont été identifiés. D'abord, le problème de l'accès, faire en sorte que chaque élève puisse avoir une place à l'école, puisse avoir, et y rester, avoir une place d'une part, mais y rester, poursuivre le parcours. Et puis, le deuxième problème identifié, c'était la qualité de l'éducation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne aux élèves
Est-ce que c'est un produit de qualité qui permet à l'élève et aux jeunes d'avoir une place demain dans la société? Puis le problème de la gouvernance dont a parlé le directeur général, le travail des inspecteurs, la gestion de l'école, la supervision pédagogique, la contre-supervision pédagogique, le suivi et l'évaluation des programmes, donc tout le volet de la gouvernance et enfin l'aspect efficacité, l'efficience du système. Ce que l'on donne, les diplômes qu'on donne aux jeunes, est-ce que ce diplôme est utile? Quelle est la relation entre la formation dispensée et le marché de l'emploi? Donc, c'était les 4 grands problèmes. De ce plan national d'éducation et de formation est sorti le plan opérationnel 2010-2015, où il a été question de mettre en application les principales conclusions du PNEF et du plan opérationnel 2010-2015 est sorti le plan décennal 2020-2030. Et là, le plan décennal d'éducation et de formation est le document de référence du ministère en continuité avec le PNEF. Et dans ce plan, l'emphase est mise sur les problématiques que je viens de citer. Mais il se trouve que le volet gouvernance, l'axe gouvernance, qui est transversal à ce plan, représente la cabine, si l'on peut s'exprimer ainsi, de pilotage et de contrôle des différents projets et programmes mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs éducatifs liés à l'accès et à la qualité. Depuis plusieurs décennies, l'amélioration de la gouvernance a toujours été parmi les objectifs fondamentaux du ministère. En effet, une bonne gouvernance est essentielle pour disposer d'un système éducatif efficace, performant, répondant aux attentes des usagers, c'est-à-dire les élèves et par extension leurs familles. Mais la bonne gouvernance doit s'appuyer à coup sûr sur un système d'information régulièrement mis à jour, qui est le SIG. Et comme j'ai eu à le dire la fois dernière lors d'un échange que j'ai eu avec les cadres pilotant le SIG, de mon point de vue, c'est une grande avancée pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est un voyage vers la modernité. Mais je trouve que le SIG demeure du déclaratif. C'est-à-dire, ce sont les directeurs d'école, les responsables qui déclarent avoir tant d'élèves, avoir tant de professeurs, avoir tant... Mais ce n'est pas le ministère lui-même, à l'issue d'un travail de terrain, qui arrive à vérifier. En plus, le SIG est partiel, c'est-à-dire ne prend pas en compte les différents niveaux d'éducation et de formation du système. Par exemple, pour le préscolaire, le SIG demeure partiel. Pour l'enseignement non formel, les informations ne sont pas dans le SIG. Pour l'alphabétisation aussi. Pour l'enseignement supérieur, les informations ne sont pas là. Donc, ce qui fait que un regard systémique, la totalité des sous-secteurs du système n'est pas là. Donc, un travail de terrain s'avère indispensable. Non seulement pour renforcer le SIG, mais pour corroborer la pertinence des informations données par les directeurs d'établissement. Parce que, même pour nos écoles publiques, les écoles nationales, certains directeurs tardaient à inscrire leurs élèves dans le SIG. Ce qui fait qu'à chaque année, on a des difficultés. Maintenant, avec cette opération, nous allons pouvoir régler le problème.
Malgré les problèmes et difficultés que connaît le pays, du point de vue sécuritaire, il est important pour le ministère de prendre toutes les dispositions pour mener, à travers les structures concernées, des opérations de collecte de données pour alimenter le SIG et produire les informations nécessaires en temps réel et utile. Le dernier recensement scolaire réalisé par le ministère remonte à 2016. Il y a eu, en 2023, donc soit 7 ans après, un processus de déclaration en ligne des écoles. Les données collectées à travers ce processus sont limitées à quelques variables et ne permettent pas de calculer des indicateurs d'analyse, d'évaluation et de suivi. Sur cette question d'analyse, j'y reviens. Suite à un échange que j'ai eu avec Renan Michel, qui coordonne le BUNEX, c'est important que cela se fasse. Il y a des inspecteurs qui sont là dans la salle. Si je constate, par exemple, dans un département, que les élèves n'ont pas leur moyenne en mathématiques, en physique ou en chimie, il devient logique qu'il y a un problème soit d'apprentissage, soit d'enseignement. Donc, il faut analyser un tel processus pour savoir quels sont les facteurs qui sont à la base d'une telle situation. Il en est de même de la situation de certains lycées. Ils sont plus d'une trentaine à avoir donné 0 comme résultat aux examens officiels. 0. 0 de performance. Ou des lycées gérés par l'État. Donc, là encore, il y a un problème. Il faut qu'on s'arrête un petit moment pour regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est le directeur du lycée qui n'est pas à la hauteur, qui n'a pas les compétences? Est-ce que ce sont tous les élèves qui ne sont pas capables d'apprendre? Ou c'est les professeurs qui ne sont pas là? Il y a de toute façon un problème. Donc, la question d'analyse, d'évaluation, ça fait indispensable. De plus, le ministère n'a pas la certitude d'avoir enregistré de manière exhaustive toutes les écoles du système. Parce que moi-même d'expérience, je connais des directeurs d'écoles qui ont leur école dans leur poche. On ne sait pas où se trouvent les élèves. Vous le savez, ça existe. N'en parlons pas de cette situation d'insécurité où certaines directions d'école sont obligées carrément de fermer leurs portes. Il y a donc un déficit à combler à ce niveau. C'est pourquoi, en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je sollicite l'appui et la participation active de tous les acteurs concernés pour mener à bien cette opération de recensement scolaire qui devra permettre au ministère de compléter, de corriger les données déclarées, d'alimenter le SIG, de produire des indicateurs pour l'évaluation et le suivi du plan décennal. Et j'en profite de la présence de la presse pour dire que très bientôt, nous allons procéder à une évaluation à mi-chemin du plan décennal. Nous sommes en 2025. Le plan avait fixé un horizon 2020-2030. Donc à mi-chemin, il faut évaluer, voir ce qui a été fait, quels sont les projets qui ont abouti, les résultats obtenus, quelles ont été les contraintes, pourquoi tel projet n'a pas été réalisé. Donc évaluer. À ce stade, je voudrais féliciter les membres de la CDN qui ont toujours posé, à travers leurs rencontres hebdomadaires, la problématique des statistiques scolaires dans le système éducatif et qui n'ont cessé de proposer des alternatives pour avoir un SIG plus efficace et plus performant. Je voudrais également féliciter les cadres techniciens de la DPCE qui ont durement travaillé pour développer les outils et les applications nécessaires qui vont permettre de collecter les informations, de traiter celles-ci
et de produire les indicateurs pour faciliter et orienter la prise de décision au plus haut niveau. Mesdames, Messieurs les inspecteurs, inspectrices de zone, inspecteurs principaux, coordonnateurs du secondaire, planificateurs et membres des cellules départementales du SIG. Permettez-moi aussi de vous adresser mes félicitations pour les efforts que vous avez consentis, soit pour être là avec nous aujourd'hui ou pour être en ligne, dans un contexte aussi difficile. L'animateur, Ilson, a évoqué le fait que Petit Gouave, Grand Gouave, Léogane, la Gonave aussi, les délais ne puissent pas être là avec nous en raison justement de la situation sécuritaire. Votre présence ici témoigne de votre engagement et votre volonté de collaboration à cette opération combien importante pour le ministère. Nous devons conjuguer nos efforts, harmoniser nos interventions pour permettre à ce que l'opération de collecte dans les écoles se passe bien. Vous avez 6 semaines à partir d'aujourd'hui pour visiter environ 19 000 écoles et collecter toutes les informations nécessaires sur ces écoles. La collecte de données dans les écoles est une étape cruciale et le ministère compte sur vous pour avoir de bonnes informations. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et d'ailleurs, vous nous l'avez prouvé en étant avec nous ce matin. Et mesdames, messieurs les inspecteurs, vous êtes nos yeux sur le terrain et dans les écoles. De notre côté, nous allons voir comment vous accompagner dans ce travail difficile et faciliter votre déplacement dans les écoles avec l'aide et l'appui de nos partenaires que nous remercions. Je remercie les partenaires techniques et financiers, notamment la BID, l'UNESCO, la Banque mondiale et l'UNICEF, qui ont tous apporté leur contribution et qui ont toujours accompagné le ministère dans d'autres activités. Nous remercions spécialement la BID et la Banque mondiale qui ont accompagné financièrement le ministère dans la mise en œuvre du SIG. Ils continuent à appuyer le MEF en apportant les financements nécessaires pour les autres activités visant à alimenter et renforcer le SIG, que ce soit l'accréditation, que ce soit le recensement scolaire, événement pour lequel nous sommes là, que ce soit pour d'autres activités. Nous adressons enfin nos remerciements à l'UNESCO qui, depuis 2023, accompagne la DPCE sur le renforcement de sa capacité, la capacité de ses techniciens à travers des ateliers de formation sur les statistiques éducatives. Pour terminer mon propos, m'a dit journaliste, les a traité information ça pour un petit temps pour aider nous pour l'école qu'on est processus ça indispensable pour eux et pour nous. C'est ça qui permet l'État faire bonne planification, mettre des budgets pour renforcer l'école là parce que je dis à l'éclair font l'école pas nous en l'autre direction. Monsieur, dame DPC, bon travail. Directeur général là continue de garder son affaire. M'a passé vient garder reste travail là. Directeur départemental, bon travail parce que mobiliser tout et puis tout coordonnateur de pôle, IG Dormeville, Bayard, la Pombré, bon travail parce que nous avons bon route, pas qu'à gagner bon l'école si nous pas gagner donner sous situation Timounio. Merci beaucoup. Kembela Balagi. Conférence a tourné autour de 2 points importants. C'est bien la question de l'accord que le gouvernement, via le ministère de l'Éducation, a signé avec toute plateforme syndicale. Nous connaissons que la plateforme syndicale a lancé un mot d'ordre de grève et que dans le moment ça, le début fait une grève par le fait que y a un accord d'engagement et qui signe avec le ministère de l'Éducation. Deuxième point que nous avons pour intervenir, c'est une tournée que le ministère
été organisées à travers les 10 directions départementales d'éducation pour être capable de payer et tout enseignant et tout cadre administratif qui entre dans DDE et que pour nous être capable de vivre en assainissement des finances publiques. C'est-à-dire que les gens qui parlent là, nous pas bailler chèque. On prend accord d'engagement. Dans quel point accord d'engagement arrivé là? Nous connaissons déjà un point important dans l'accord d'engagement, c'est question cadre de débit. Et le ministère là, que son mesure de justice distributive, son mesure d'équité, le ministère travaille en pile sur l'accord d'engagement et que cadre de débit, est censé presque prêt. D'après ça, direction ressources humaines et fait nous connaît. Nous gagnons près de 34 405 employés qui sont concernés par cadre de débit. Et si nous faisons une question de genre, une question d'accord de sexe, homme-femme, il y a 24 632 hommes, d'accord, enseignants, et il y a quelques 9 773 enseignants. Ça baille un total de 34 405 hommes et femmes enseignants qui sont concernés par cadre de débit. Et tout le travail est fait déjà et que nous travaillons avec la finance, nous travaillons avec le BNC pour nous qui mesure au cours du mois de mars, cadre de débit capable prêt. Et pour question des enseignants qui sont en salle de classe, qui n'ont pas de lettres, nous travaillons sur eux pour nous si tout le monde est capable de jouer une lettre. Mais il faut pas tomber molle dans ce sens. Si nous n'avons pas rempli toutes conditions, parce qu'il y a des critères pour être enseignant au niveau de l'enseignement public. Si nous n'avons pas rempli les critères, le ministère se désole. Nous ne sommes pas capables de faire lettre nomination sortie pour nous. Évidemment, nous avons organisé une tournée dans les directions départementales d'éducation à travers le pays et que vous n'êtes pas capable de distribuer les chèques. Je ne vais pas élaborer sur ça, mais nous avons des collègues coordonnateurs des DDE qui sont là, il y a des administrateurs qui sont là. Il y a bien pour intervenir sur la question. Parce que nous-mêmes nous disons que si nous n'avons pas sur place, nous ne sommes pas capables de battre chèque. Et je vous dis, nous avons aussi en fonderie, les gens qui ont un congé d'études, nous avons essayé de mettre chèque à côté pour eux parce qu'ils voyager. Les gens qui ont une pension, comme si ils font valoir droit à la pension, et nous mettons chèque à côté pour nous capables de travailler avec finance, pour nous capables qui mesure capable de liquider pension. Je ne vais pas être trop long parce que le temps n'est plus dans le discours. Je vais passer la parole à l'administrateur du ministère de l'Éducation, M. Guichard Chéry, qui va élaborer sur la question de cadre de débit, la question de assainissement en finances publiques. Il y a eu une rencontre d'évaluation qui était faite le 13 février pour essayer d'avancer avec revendications plateforme syndicale. Donc, je dis, Jean déjà dit, même Jean avec collègue là, je dis à tout, c'est une journée qui a un double objectif. En plus que c'est une journée de recensement scolaire et c'est une journée pour nous permettre que les amis de la presse aient une idée claire sur qui ça le ministère a fait déjà en termes d'avancement sur l'engagement que le ministère a prend devant tous les syndicats enseignants. Donc, en fait, dans la période ça, le dernier pour parler entre le ministère là et la plateforme syndicale, il y a plusieurs points qui étaient à l'ordre du jour. Premièrement, bon, nous connaissons que le cadre de débit, nous souffrons que je laisse ce point peut-être en dernier, parce que nous connaissons que c'est un point qui est très intéressé, que soit professeurs que la plateforme syndicale et les journalistes surtout. Mais en termes de premier point, nous disons que plus de 70% des dossiers enseignants, stagiaires, qui ont été traités par le ministère là, par la direction des ressources humaines du ministère là. Pour être plus précis, nous avons dit qu'il y a plus de 580 cas
ou bien avis de nomination qui est en traité pour enseignants stagiaires. Donc pour aller plus loin, nous avons dit qu'en termes d'informations qui concernent les nominations officielles pour l'autre enseignant, nous gagnons ressources humaines qui est en traité plus de 4 000, pour être plus précis, nous avons dit que gagnons 4 793 dossiers d'enseignants qui sont traités par la direction des ressources humaines. Et nous gagnons l'autre point qui est très important pour syndicats, c'est professeurs qui en salle de classe qui non budgétisés, c'est-à-dire professeurs qui travaillent en salle de classe, mais qui peuvent toucher, qui peuvent joindre un chèque. Nous connaissons ça, c'est plus de 700 professeurs. Nous, qui ça qui mettait un petit bémol ou bien un petit retard sous point ça, surtout, c'est nous connaissons que, comme déjà dit tout à l'heure, tu as une mission d'assainissement que le ministère a lancée dans le Grand Nord et Grand Sud, mission qui est réalisée que le coordinateur Will Nord tout à l'heure pour intervenir sur ça. Nous t'attendons mission ça venir pour nous avancer à point ça. Donc comme mission en fait déjà, résultat nous joignons déjà. Nous connaissons qu'au cours de cette semaine, nous logiquement nous supposons commencer ou bien continuer à traiter cas professeurs qui en salle de classe qui non budgétisés. Parce que c'est en fait c'est direction départementale qui t'a supposé nous donner ça. Donc en termes pour l'autre point qui concernait surtout arrière de salaire, nous connaissons que en tant que journaliste, en tant que monde qui est intéressé à question enseignement dans le pays d'Haïti, nous connaissons que c'est presque chaque jour, chaque mois, chaque année que nous entendons que tout le monde toujours dit que il y a un professeur en salle de classe qui gagne des années, des mois, qui gagne des arriérés de salaire que il y a beaucoup de gens joignent. Donc nous avons dit que déjà le ministère a lancé un processus pour traiter de ces salaires parce que nous sommes rentrés pour parler en fait avec le ministère de l'économie et des finances. Nous avons plusieurs rencontres qui fait en ce sens et qu'on y a un seul bagage à nommer pour de ça plus atterri ou bien plus avancé avec de ces salariés, c'est que nous avons lettre de nomination ou bien copie de nomination que nous avons nommé direction départementale et seulement ça qui fait que nous avons dit que il y a un petit retard, peut-être qu'il y a un petit retard avec la question d'arrière salaire. Mais dernier point, je vais intervenir sur lui, c'est le point qui concernait carte de débit. Déjà, nous connaissons que en fait, syndicats, plateforme syndicale enseignants, professeurs et tout, point ça, c'est un point qui est très intéressant parce que déjà, il a toujours dit que tout secteur, tout ministère, tout secteur, il y a un droit à carte de débit. Peut-être que c'est seulement le ministère de l'Éducation nationale avec peut-être le ministère de la Santé publique tout, qui peut gagner carte de débit. Pour le ministère de l'Éducation nationale, nous avons dit que le processus par nous lançons déjà. Nous avons rentré en pourparler plusieurs fois avec le ministère des Finances. Déjà, le ministère des Finances a nous autorisation pour nous lancer carte de débit, même si déjà nous avons pensé que nous allons lancer en fonction du budget rectificatif qui va sortir. Mais nous avons autorisation pour nous lancer, même si le budget ça a beaucoup d'actualité. Mais nous avons possibilité pour nous lancer malgré avec dépassement. Donc, ce qui veut dire que déjà, nous lançons pour ça déjà, nous avons rentré pour parler, que ce soit avec le ministère des Finances, que ce soit avec banque, bon, nous avons dit banque BNC, qui c'est nous-mêmes nous choisi pour nous lancer carte là. Donc, nous avons dit que travail par nous commençons. Travail par nous commencer. Si on a un retard, le fait que nous te promettons plateforme syndicale que au cours du mois de février, que peut-être nous avons gagné possibilité de nous commencer à jouer une carte de débit. Le retard ça qui gagne là, il sorti dans le fait que nous-mêmes tout nous avons promesse que nous avons fait en présence
ministre des Finances là, en présence primature tout, que nous te dit que je demande nous tout que avant nous lancer cadre de débit, il faut au moins nous t'a assaini état d'émargement nous. C'est-à-dire que nous t'a permettre que il y a un ensemble de monde qui parle là, il y a un ensemble de monde peut-être qui doit même mourir même que qui pas t'a supposé concerné par cadre de débit. Donc c'est peut-être ça que au cours de cette semaine, au cours de la semaine dernière surtout, nous avons une mission qui était faite dans le nord et dans le sud pour permettre que pour nous avoir une idée de monde qui pas en salle de classe, monde qui pas sur place, monde qui pas supposé qui sous feuille de paie, mais qui supposé sortir dans feuille de paie pour nous permettre que nous lancer cadre de bien que avec un personnel que nous sûr qui vraiment en salle de classe, qui vraiment sur place, que nous pas supposé lancer cadre de bien pour monde qui pas là. Pour nous finir moi-même pour point par maintenant, cadre de bien qui est très important nous connaît pour enseignants yo, qui est très important pour plateforme syndicale yo. Nous disons encore que nous lançons déjà si on retard c'est juste pour nous permettre que nous respecter les promesses que nous avons faites ministère des Finances et primature. Donc nous lançons, si on tire retard, c'est peut-être ça, et en plus, nous attendons qu'on y a la réponse BNC sur la question ça. Pour quoi qui a sous cadre de débit, c'est en fait c'est environ 15 000 gouttes par employé. Bon, c'est cette question ça. Donc nous connaissons déjà, nous pensons déjà dit tout à l'heure, c'est pour quantité de monde, pour quantité d'employés. Nous gagnons dans ce secteur-là, c'est pour le moment, nous avons mettre cadre de débit 15 000 gouttes par employé pour peut-être plus de 34 000 employés. Montant qui est sous cadre de débit par personne, par employé, c'est 15 000 gouttes. Mais déjà, si nous avons essayé d'évaluer, nous avons fait un calcul très vite sur quantité de cob ça a coûté l'État haïtien par mois. Donc nous avons dit que c'est un montant qui a avoisiné plus de 500 millions de gouttes, environ 500 millions de gouttes par mois par employé. Donc, et en termes pour l'autre question, oui, pour l'année, pour le mois, si on dit qu'il y a 500 millions de gouttes pour le secteur, parce que déjà, le ministère de l'Éducation nationale, c'est un secteur qui est très lourd. C'est une raison peut-être que il prend un petit temps pour nous accepter que le secteur ça a un cadre de débit. Donc pour l'autre question, l'autre collègue l'a fait, est-ce que montant ça nous bail là, c'est est-ce que la respecter les revendications enseignants. Déjà nous qu'à répondre par l'affirmative parce que montant ça à 15 000 gouttes là, c'est il était fixé en fonction de entente. En fonction des ententes qui étaient gagnées entre le ministère là, primature, ministère Finances et plateforme syndicale. Ce n'est pas le ministère là qui décide de manière unilatérale, c'est une entente qui était gagnée après rencontre 16, 17, 18 janvier entre primature, ministère Finances, ministère de l'Éducation nationale et plateforme syndicale. Donc pour faire plus simple, nous avons dit oui que montant qui est sous cadre là, il respecter entente ou bien revendication enseignants et moins qui est dans la plateforme syndicale enseignants. Alors, comme nous connaissons sous instruction et ministre de l'Éducation nationale là, le professeur Augustin Antoine, c'est une mission qui était dépêchée sur le terrain et mission ça a été réalisée du 12 au 27 février 2025. Et mission ça, l'ité doit permettre que le ministère dispose d'une liste d'émargement nettoyée pour 10 directions départementales. Actuellement, l'activité ça est réalisée dans 9 départements et les gains pour le clôturer au mois dans le département de l'Ouest avec chaque mois de février qui est sorti déjà, mais que nous allons travailler sur eux pour que nous soyons capables de compléter l'opération ça dans les 10 directions départementales. Mission ça, il était gagné entre autres objectifs pour nous procéder à la distribution by chaque bénéficiaire physiquement que nous identifions.
pour nous assurer nous que tout le monde qui t'a recevoir un chèque était muni de une pièce d'identification valide et mission ça tout lui permettre que nous gagnions une affectation physique pour chaque chèque qui sorti dans le ministère des Finances qui peut aller dans le département. Et entre autres informations, mission ça te permet que nous collecter des informations, des données à l'avenir lorsque le ministère des Finances décide de faire virement, et bien nous tout profiter, collecter données ça en termes de numéro de compte bancaire de employés dans 9 départements ça. Et dans la stratégie de distribution, comment on a fait, et bien ça a été fait côté que c'est le directeur départemental là qui coordonne l'activité ça dans le département li. Et cadre bureau central yo travaille conjointement avec lui. Et comme ça, chèque yo nous te distribué par école sous l'obédience directeur l'école là qui lui-même qui connaît personnel li et c'est comme ça chèque ça a été distribué. Donc tout le monde est venu avec pièce originale plus copie. Et c'est l'occasion pour moi remercier tout le personnel direction départementale, en particulier les directeurs départementaux qui ont collaboré avec toute délégation. Mais dans l'autre catégorie de partenaires, nous devons remercier et en particulier pour qui ça parce que ils ont campé avec nous dans un pile département pour être superviser, pour être même aider délégation. Et là, moi, je voulais parler des syndicats d'enseignants qui ont même signé engagement ça avec le ministère. En pile dans un pile département, tu campé bon côté ministère pour que nous soyons capables de faire le nettoyage là. Et moi, en mesure aujourd'hui pour nous dire que première phase mission de nettoyage ça lui permettre que aujourd'hui nous capables de dire dans le département la Tibonite nous capter 597 chèques. Dans le département du centre nous capter 235 chèques. Dans Grandance 158, dans NIP 104, dans Nord 442, dans Nord-Est 199, dans Nord-Ouest 280 et dans Sud 179 et dans Sud-Est 286. Comme nous disons, département de l'Ouest, nous n'avons pas un chiffre puisque c'est avec chèque mois de février que nous allons faire contrôle ça dans le département de l'Ouest. Au total, nous sommes capables de dire que aujourd'hui, nous gagnons 2480 chèques que nous captons pour diverses raisons, pour divers motifs qui permettent que l'engagement que le ministère prend avec le syndicat d'enseignants et comme directeur général la SODILI, eh bien, ça va permettre que le ministère, à travers la direction des ressources humaines et différents autres partenaires entités dans l'État, capable de répondre à l'engagement que l'État haïtien prend envers le secteur de l'éducation. Merci beaucoup. Chaque nous sorties distribuées là, les concernés uniquement des employés émargés au budget national pratiquement depuis des mois, des années. Et que les gens qui peuvent toucher, captain chèque, ils ne sont pas concernés par le contrôle. Ça. Merci.